Bonjour à tous. Donc, du coup, je vais vous présenter un rapide résumé de ma thèse, donc, qui était sur le machine learning appliqué donc, aux télécommunications et sur le début de mon postdoc, donc, qui est dédié à l'intelligence artificielle appliquée à la reconstruction des 3D de tissus vivants, enfin biologiques en tout cas. Donc, alors, si on commence par ma thèse, donc du coup, je vais commencer par introduire quelques notions de base. Ah oui, désolé. Euh, d'accord, ok. Et du coup, ouais, d'accord. Donc je m'appelle Pierre Samuel Gréau-Amar et je suis en postdoc ici depuis le début du mois de janvier avec Monsieur Zeytoun et Parjipan Seniltan. Et puis on a aussi un quatrième collègue à Bordeaux dont je ne me rappelle plus du nom, que je n'ai pas encore vu. Bon ben voilà à peu près l'essentiel. Donc j'ai fait ma thèse au sein de l'IETR, à Rennes, donc à Centrale Supélec. J'étais employé donc mais je l'ai fait dans les locaux de mon école d'ingénieur, c'est-à-dire de l'ECAM. Donc alors, du coup, si on revient à la thèse, donc en gros, je vais présenter d'abord déjà quelques termes de base que j'utilise donc dans les télécommunications. Donc d'abord, le bit, au cas où je ne connaisserais pas, donc l'unité élémentaire, donc qui vaut 0 ou 1. Ensuite, l'octet, donc qui est une séquence de 8 bits consécutifs. Ensuite, ce que j'appelle une séquence, donc du coup qui est une suite de bits ou d'octets, qui va être caractérisée et donc définie par sa valeur. Puis un champ qui contient une séquence et qui va transmettre une information. Donc par exemple un champ qui donne l'adresse du destinataire d'un message. Après avoir une trame qui va être une succession de champs et qui va correspondre donc à un message. Et enfin on va avoir une trace, donc qui est un ensemble de trames qui sont collectées sur un canal sans fil ou simplement un câble Ethernet par exemple. Alors moi je vais me concentrer sur l'Internet des objets, donc l'Internet of Things. Et c'est là-dessus que j'ai basé ma thèse. Donc en gros, c'est ces protocoles-là. Donc ils sont basés sur le système OSI, donc pour Open System Intercommunication. Donc ce système, il va permettre de modéliser n'importe quel protocole de télécommunication sous la forme d'une pile de 7 couches. Donc dans le cadre de l'IoT, c'est simplifié à 4 couches. Donc du coup, on a là nos 4 couches. D'abord la couche physique, et ensuite la couche liaison de données, la couche réseau, et la couche application, donc en partant de la couche la plus basse qui récupère les ondes électromagnétiques jusqu'à l'interprétation dans des applications. Et donc du coup, chacune de ces couches a son propre protocole qui fonctionne de manière autonome et indépendante de celui des autres couches en communiquant donc soit avec l'extérieur de la pile, soit avec les couches voisines. Et donc ça donne la possibilité d'échanger ces protocoles comme on le souhaite, mais dans une certaine limite évidemment. Il y a des certaines limites de compatibilité. Alors maintenant, si on part sur notre problématique exacte, donc nous, on considère qu'on a un objet communicant qui rentre dans un environnement protocolaire qu'il ne connaît pas. Donc dans cet environnement, on a différents objets, donc A, B, C, qui vont communiquer en utilisant des trames dans un protocole inconnu. Et notre objet, son objectif, c'est d'arriver à initier la communication avec ces différents objets en utilisant le protocole inconnu, en s'adaptant, en récupérant les trames qui passent sur le canal. À partir du moment où elles ne sont pas chiffrées, évidemment. Alors l'approche globale que j'ai proposée, c'était d'abord d'apprendre les formats de trame et la machine de protocole, la machine d'état du protocole, et ensuite d'attribuer une signification donc à chacun de ces états et à chacun de ces formats, à l'aide d'essais-erreurs de communication, et de connaissances a priori, par exemple, le fait que dans un message, on a toujours un champ qui définit la longueur du message ou le destinataire du message. Alors bon, évidemment, vu que j'avais qu'une thèse, j'ai fait appliquer un certain nombre de restrictions. Donc d'abord, je me suis concentré uniquement sur la première étape, et plus précisément sur l'apprentissage de format de trame, et encore plus précisément sur uniquement le protocole de la couche liaison de données. Et pour mes tests, j'ai utilisé uniquement une seule norme, c'est I32802.15.4, qui est la plus répandue pour la couche liaison de données. Et pour encore simplifier, chacune de mes traces est constituée uniquement d'un seul format de trame. Alors maintenant, je vais introduire les réseaux bayésiens, donc, sur lesquels je me suis basé pour développer mon modèle. Donc en gros, les réseaux bayésiens, c'est donc un outil mathématique qui permet de faire de la modélisation en se basant sur les probabilités bayésiennes.
Donc ça permet de construire un modèle à partir des a priori qu'on a sur un système. Donc en l'occurrence, notre système, c'est notre protocole de télécommunication IoT. Donc du coup, ça c'est basé sur la formule de Bayes, donc qui définit les probabilités conditionnelles. Donc celle-là, donc probabilité de B sachant A égale probabilité de A et B sur probabilité de A. Et donc la probabilité de B sachant A, donc c'est la probabilité de B conditionnellement à A. Probabilité de A et B, c'est la probabilité de A et la probabilité conjointe de A et B. Et probabilité de A, c'est donc la probabilité marginale de A. Alors après, maintenant, grâce à ces liens conditionnels, on peut lier les différentes variables de notre système, ce qui nous permet de constituer donc un réseau. Donc là, j'ai mis un exemple d'un petit réseau très simple. Donc on a nos différents nœuds de notre réseau qui sont des variables et nos arcs orientés, nos formes de flèches, qui modélisent nos liens conditionnels. Donc par exemple, la variable B est conditionnellement dépendante à A, ou la variable F est conditionnellement dépendante à B et C. Alors on a deux types de variables, les variables observées et les variables cachées. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à calculer les probabilités marginales d'un set de variables. Sachant que bon, un set, ça peut être une seule variable. Et donc pour ça, on va partir de les valeurs auxquelles sont observées nos variables et la structure de notre réseau, donc qui est basée sur nos a priori, ainsi que nos distributions initiales de nos variables qui sont basées également sur nos a priori. Et donc pour arriver à ça, on va utiliser deux types d'opérations, l'inférence et l'apprentissage. Donc si on parle d'abord de l'inférence, donc là l'objectif ça va être en fait de faire appliquer le réseau à une réalisation de notre système. Donc considérer uniquement les observations d'une réalisation du système. Et donc on a deux types d'inférence, l'inférence que je dis classique et l'inférence de Viterbi. Donc l'objectif de l'inférence classique, c'est de calculer la probabilité marginale de chacune de nos variables de notre système indépendamment. Et donc il y a plein d'algorithmes, mais globalement ils utilisent tous des algorithmes de graphes pour en gros propager l'information, donc généralement en partant d'un point et en le propageant l'information à travers tout le réseau dans une phase forward, et ensuite, une fois que avoir atteint tout le réseau, ramener toute l'information vers le point de départ dans une phase backward. Enfin, ce que j'entends par information, c'est les valeurs auxquelles sont observées les variables et les distributions de probabilité de chacune de nos variables. Et donc, une fois qu'on a eu cette phase forward et backward, chaque variable a des informations sur toutes les observations de toutes les variables et toutes les distributions de toutes les variables. Et à partir de ça, on peut calculer la distribution marginale donc, de chacune de nos variables d'intérêt. Après, on a l'inférence de Viterbi, qui là, on va vouloir calculer l'état le plus probable de notre réseau dans son ensemble. Donc on va considérer toutes les variables en même temps. Alors pour ça, on va découper notre réseau en ce qu'on appelle des frontières de Markov, donc je reviendrai un peu plus tard dessus. Mais elles ont comme particularité que chacune va dépendre exclusivement de la précédente. Et donc du coup, on va pouvoir couper notre réseau en tranches successives. Et on va pouvoir balayer les unes après les autres de l'amont vers l'aval. Et donc du coup, pour chaque frontière de Markov, on va considérer chaque état et on va chercher quelle est la probabilité la plus élevée d'être dans cet état. Et on va regarder quel est l'état de la frontière de Markov précédente qui nous permet d'arriver à l'état de la frontière de Markov actuelle de plus forte probabilité. On va l'enregistrer. Et on va propager ensuite ça. On va faire ça pour chaque état de chaque frontière de Markov. Et une fois arrivé à la dernière frontière de Markov, donc à la fin, au bout du réseau, on va regarder quel est l'état de cette dernière frontière de Markov le plus probable. Et on va ensuite remonter tout le chemin à travers toutes les frontières de Markov jusqu'au début. Et donc ça va nous donner tout un ensemble d'états de l'ensemble de variables de notre réseau qui vont constituer ensemble l'état le plus probable du réseau. Alors ensuite, on a la procédure d'apprentissage. Donc là, l'objectif, c'est de modifier le réseau, en gros, pour maximiser la vraisemblance des données qui sont disponibles. Et là, on considère les données de tout un ensemble de réalisations du système. Et donc, en gros, concrètement, on va mettre à jour nos distributions de probabilité de chacune de nos variables. Alors, donc, la procédure, c'est la suivante. Donc, on commence, déjà, on a nos distributions initiales qu'on injecte dans notre réseau. On a un certain nombre d'observations qui nous permettent de faire une inférence, une inférence classique, là, pour calculer les distributions marginales. À partir de ces distributions marginales, on va pouvoir calculer la vraisemblance, enfin, leur vraisemblance. Et là, on va pouvoir comparer à la vraisemblance à l'itération précédente. Alors, à partir du moment où on n'est pas à la première itération, évidemment. Et si elle a suffisamment peu varié, eh bien, on va pouvoir dire qu'on a convergé et s'arrêter là. Sinon, on va continuer. Donc, quand on continue, en fait, on va maximiser donc, cette vraisemblance
en ajustant les paramètres de nos distributions de probabilité. Et donc, nos nouvelles distributions, on va les réinjecter et on va tourner, itérer jusqu'à convergence. Alors maintenant, on fait la contribution principale de ma thèse, donc en gros le modèle BANET3F, pour Bayesian Network Frame Format Finder. Donc en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, je vais juste donner une vue générale. Donc du coup, initialement, on a un dataset, donc, qui est en fait la trace analysée qui a été mise en forme pour être analysée par le modèle. Donc le modèle va analyser donc, ce dataset et va proposer une segmentation. Et ensuite, cette segmentation va être acceptée ou non. Donc si elle est acceptée, on va l'appliquer sur le dataset et puis ensuite ajouter les nouveaux datasets qui ont été générés à une liste de datasets qu'il va falloir réanalyser. Et sinon, on ne va pas appliquer le découpage, on va simplement considérer qu'on ne peut pas découper plus loin et qu'on a là un champ. Et ensuite, on va regarder si est-ce qu'on a encore des datasets analysés. Si c'est le cas, on va récupérer le dataset suivant et refaire une analyse. Et on va faire ainsi de suite, on va découper de manière itérative et récursive jusqu'à ne plus pouvoir découper. Et là, on aura donc une liste de champs finaux qui nous permettra de reconstruire notre rame, notre trace avec leur découpage. Et donc du coup, ce modèle, je l'ai présenté donc, à la conférence ATAP RASC 2022 et je l'ai aussi publié dans le journal Contemporary Engineering Sciences. Alors maintenant, je vais passer sur une sous-partie de BANET3F. En gros, c'est un modèle que j'ai développé aussi qui s'appelle AMBV pour Automatic Markov Boundaries Construction Optimized Viterbi. Donc du coup, effectivement, c'est pour faire de l'inférence de Viterbi qui est utilisé après l'apprentissage de mon modèle pour pouvoir trouver la segmentation exacte qui correspond à l'état le plus probable de mon réseau. Alors, il faut savoir que l'algorithme de Viterbi classique, il est applicable uniquement à un type particulier de réseau bayésien que sont les chaînes de Markov cachées. Et alors moi, je l'ai généralisé pour qu'il soit applicable à n'importe quel réseau bayésien. J'ai aussi inclus un mécanisme de construction automatique des frontières de Markov de découpage du réseau, parce que sinon, il faut créer les frontières de Markov manuellement. Alors maintenant, je dis un peu ce que c'est qu'une frontière de Markov. Donc, on définit la frontière de Markov d'un groupe de variables, comme en fait c'est l'ensemble minimal de variables qui permet de complètement définir les variables considérées. Et donc concrètement, dans le réseau, ça veut dire toutes la frontière de Markov de l'ensemble de variables, ce sont toutes les variables qui permettent de complètement isoler les variables d'intérêt du reste du réseau. Donc isoler, aucun arc ne peut sortir du groupe de variables d'intérêt pour aller vers le reste du réseau sans passer par une variable de notre frontière de Markov. Alors ensuite, AMBV, j'utilise une structure qui permet de stocker les probabilités de transition d'une frontière de Markov vers la suivante, parce que ces probabilités ne dépendent pas des observations. Elles dépendent uniquement du réseau avec ses distributions de probabilité. Donc, la structure, il y a un coût de création assez élevé, mais j'ai mis en place un certain nombre de mécanismes d'optimisation pour pouvoir réduire ce coût. Et au final, on voit qu'à partir du moment où on a suffisamment de réalisation, donc on veut appliquer le réseau à suffisamment de jeux d'observation, ce qui était le cas pour moi puisque j'avais des milliers de trames dans chaque trace. Et bien en fait, ça permet de fortement diminuer le coût en puissance de calcul. Et donc du coup, j'ai présenté ce modèle à la conférence ICEBMIA 2021 et c'est en cours de publication dans le Journal of Scientometric Research. Alors si on regarde un peu une vue d'ensemble de ce modèle AMBV, donc on part de ce que j'appelle la frontière de Markov initiale, donc qui est en gros l'ensemble des variables qui n'ont pas de parents, et donc qui sont définies par des probabilités marginales et qui ne sont donc pas définies par des probabilités conditionnelles sur une autre variable. Puis ensuite, du coup, cette frontière de Markov initiale, on va organiser ces nœuds. Donc moi j'ai mis la frontière de Markov courante et frontière de Markov précédente, parce que quand on n'est plus à la frontière de Markov initiale, on a une frontière de Markov précédente, parce que c'est un algorithme itératif. Donc on va optimiser l'ordre des nœuds, ce qui va permettre derrière, donc dans la phase suivante, où on va balayer chaque combinaison possible d'états de notre frontière de Markov précédente plus actuelle. Et en fait, ça va permettre de sauter des sous-ensembles d'états importants pour gagner en temps de calcul. Donc en gros, on calcule, donc ça, là c'est la création de la structure, on calcule la probabilité de transition de chaque
état de la frontière de Markov précédente vers chaque état de la frontière de Markov actuelle. Après, chacun de nos nœuds de la frontière de Markov actuelle va voter pour ses enfants, et chaque enfant va voter à nouveau pour ses propres enfants. Et derrière, on va aller regarder tous les nœuds de notre réseau, et on va regarder est-ce qu'il a un parent dans la frontière de Markov actuelle, est-ce qu'il a reçu au moins un vote de chacun de ses parents, est-ce qu'il n'est pas dans la frontière de Markov actuelle. Et si on répond oui aux 3 questions, on va mettre ce nœud dans la frontière de Markov suivante. Sinon, on va simplement ne rien faire. Et derrière, on va balayer ensuite chacun de nos nœuds de notre frontière de Markov actuelle, et on va regarder est-ce que tous ces enfants sont dans la frontière de Markov suivante, dans la frontière de Markov actuelle ou dans l'une des frontières de Markov précédentes. Et si c'est le cas, on ne va rien faire, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, on va le reconduire dans la frontière de Markov suivante. Et ensuite, eh bien, en fait, la frontière de Markov courante va devenir la frontière de Markov précédente, la frontière de Markov suivante va devenir la frontière de Markov courante ou actuelle, et on va regarder est-ce que notre frontière de Markov actuelle est vide ou pas. Si ce n'est pas le cas, on reboucle avec notre nouvelle frontière de Markov toute la procédure, et on tourne jusqu'à ce on soit arrivé au bout du réseau, et là, du coup, on a notre structure avec toutes nos probabilités, et on va pouvoir appliquer une inférence de Viterbi plus classique, disons, à l'aide de cette structure. Je ne rentre pas dans les détails après. Alors, si on compare un peu à l'état de l'art, mon modèle Bannet 3F. Donc, en gros, pour chaque comparaison, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié indépendamment mes 2 modèles, en les appliquant à des groupes de traces qui ont des caractéristiques identiques, et ensuite, j'ai comparé les meilleures courbes de performance de chaque modèle. Alors, mes 2 modèles de référence, c'était le LDA, donc en gros, parmi les modèles que j'ai étudiés, c'est celui qui avait les meilleures performances, qui est basé sur des réseaux bayésiens. Et le modèle d'un papier de Kai et al, qui n'a pas de nom, qui est le modèle dont je me suis servi comme base de départ pour construire Bannet 3F, qui est donc basé sur des semi-chaînes de Markov cachées. Et comme métrique, j'utilise ce que j'appelle le ratio de dépendance moyenne, donc comme sur le Nexus. Et en gros, c'est une métrique qui va quantifier la difficulté d'analyse du point de vue de mon modèle, donc simplement le rapport entre la dépendance entre les champs sur la dépendance au sein des champs. Et donc du coup, plus c'est élevé, plus c'est difficile de séparer les champs. Et en ordonnée, j'ai utilisé le F-score, donc, qui est la moyenne harmonique de la précision et de la couverture. Et donc la précision, c'est le ratio entre ce qui a été correctement détecté par rapport à tout ce qui a été détecté, et la couverture, le ratio entre ce qui a été correctement détecté par rapport à ce qui aurait dû être détecté. Et donc du coup, si on regarde la comparaison entre Bannet 3F et LDA, on voit clairement que Bannet 3F est au-dessus, quel que soit le ratio de dépendance moyenne, et qu'effectivement, quand le ratio de dépendance moyenne augmente, eh bien, ses performances chutent progressivement. Et donc on part de performances très, très bonnes à 100%, pour arriver à des performances à moins de 50%. Quoi. Et si on compare donc à Kai et al, là, les performances de Kai et al sont encore plus mauvaises que celles de LDA, globalement, à part un point ici. Et de toute façon, Bannet 3F est nettement au-dessus. C'est ce que j'appelle le score F. Enfin, là, la moyenne entre précision et couverture. Et ça, je le calcule à partir de mes champs qui ont été détectés. Je sais en fait les champs qui devaient être détectés, la structure, le découpage exact, et je sais les champs qui ont été détectés, et du coup, je peux calculer les vrais positifs, faux positifs, vrais négatifs, faux négatifs, et à partir de ça, calculer la précision et la couverture. Bon, je ne suis pas entré dans les détails de la formule, mais... Alors, bon, on termine sur la thèse. Donc du coup, je disais la problématique, c'était d'arriver à permettre à un objet communiquant carré dans un environnement protocolaire qui lui est inconnu, d'initier la communication avec les objets de cet environnement. Pour ça, j'ai proposé d'apprendre d'abord les formats de trames du protocole inconnu pour pouvoir après les utiliser pour interpréter les trames. Donc j'ai basé ma solution sur les réseaux bayésiens, donc l'outil mathématique de modélisation d'un système grâce aux dépendances conditionnelles entre ces variables. Et on a obtenu des performances supérieures à l'état de l'art, mais qui restent assez moyennes quand le ratio de dépendance moyenne est relativement élevé, ce qui correspond à des cas plus proches de la réalité. Et les cas où on a, dans le cas idéal, avec un ratio de dépendance moyenne faible,
on a de très bonnes performances, mais ce sont des cas maîtrisés et un peu presque trivial. Alors maintenant, si on passe sur le postdoc. Donc, alors, j'ai commencé par introduire la problématique et l'approche qu'on a proposée. Donc, du coup, l'objectif, là, c'est d'arriver à reconstruire la structure interne de tissus biologiques en 3D à l'aide des rayons X. Et donc, pour ça, on veut minimiser un certain nombre de contraintes. Donc, d'abord, on fait l'exposition aux rayons X, parce qu'on voudrait pouvoir l'utiliser sur des organismes vivants, sans les tuer. Minimiser le coût pour que ce soit abordable pour des structures de taille moyenne. Et minimiser le temps de capture pour pouvoir, dans l'idéal, prendre des vidéos. Et minimiser le temps de reconstruction pour que ce soit visualisable en temps réel autant que possible. Parce que pour l'instant, ce qu'il y a de mieux fait en imagerie rayon X, c'est la tomographie. Donc on a de très bonnes images, mais il y a un certain nombre de limitations, notamment il faut prendre des centaines, voire des milliers de clichés sous différents angles. Donc ça fait une forte dose de rayons X. Et donc du coup, on voit sur un cerveau de souris, après 4000 images, ce que ça donne. Ça a bien noirci. Après, il faut aussi c'est aussi un gros système avec 2 degrés de liberté, donc en rotation, translation, etc. Fait un fort degré de précision. Donc du coup, là j'ai une image, donc c'est assez énorme. Ça fait 2 mètres de diamètre, quelque chose comme ça. Et donc ça coûte une fortune. Il faut jusqu'à plusieurs minutes de temps de capture, ce qui est très lent pour nous. Et c'est de gros calculs lourds, et donc on a besoin de beaucoup de puissance de calcul, ou alors sinon c'est très lent. Alors nous, ce qu'on propose, c'est d'appliquer le système plénoptique fait au rayon X. Donc du coup, le système plénoptique, alors assez simplement, donc on image un objet par une lentille principale, donc ça nous crée une image dans un plan intermédiaire, qu'on va à nouveau imager par une matrice de micro-lentilles, et on va récupérer l'image ensuite sur un capteur. Et donc au final, on va avoir une matrice 2D fait d'imagettes de notre objet initial, prise chacune sous un angle légèrement différent. Et on va pouvoir reconstruire ça en appliquant une extension de l'imagerie 3D stéréo, quoi. Et en étendant, mais là, au lieu d'avoir 2 images, on en a des centaines, voire des milliers. Alors l'avantage, c'est qu'il y a besoin d'une seule et unique image pour reconstruire un modèle en 3D. Donc en gros, très faible dose de rayons X. On a besoin d'un seul degré de liberté, donc le long de l'axe optique. On a une plus grande tolérance sur l'imprécision que dans le cas de la tomographie. Bon, du coup, le temps de capture est instantané, vu qu'on a une seule image. Par contre, l'inconvénient, c'est que la qualité de la reconstruction est assez mauvaise comparée à de la tomographie, et le temps de reconstruction est du même ordre de grandeur, en tout cas avec les algorithmes classiques. Donc du coup, la solution qu'on propose, c'est de faire du traitement des données prises par notre capteur à l'aide de réseaux de neurones pour améliorer la qualité et réduire le temps de calcul. Alors maintenant, on va parler un peu des réseaux de neurones. On va introduire un peu la base. Donc on part de l'unité élémentaire, c'est-à-dire le perceptron, qui est l'objectif, c'est de reproduire le fonctionnement d'un neurone vivant électroniquement. Donc du coup, on a une cellule centrale avec différents liens, donc les liens qui modélisent les différents axones d'un neurone. Et donc on va avoir un certain nombre d'entrées, donc d'abord un biais qui vaut généralement 1, et un ensemble d'entrées, là x1 à xn. Et on va multiplier donc notre biais et chacune de nos entrées par leur poids respectif de leurs liens. Et on va sommer tous les résultats, et on va passer le tout dans une fonction dite d'activation, qui peut être par exemple tangente hyperbolique ou relu, softmax, il y en a tout un tas, ça dépend les propriétés qu'on recherche. Est-ce qu'on veut que ce soit interprétable comme une probabilité, que ce soit compris entre 0 et 1, entre moins 1 et 1, que ce soit linéaire, non linéaire, etc. Et au final, si on regarde l'opération qui est effectuée, c'est un produit vecteur-vecteur, quoi. C'est entre notre vecteur d'entrée avec notre biais et notre vecteur de poids de notre neurone. Et donc maintenant, si on passe sur un réseau de perceptrons, donc en gros, on va utiliser plusieurs perceptrons en parallèle, qui vont constituer donc une couche, et on va empiler ensuite plusieurs couches, et donc chaque couche va utiliser les sorties de la précédente comme entrée. Donc du coup, si on regarde, ça donne un peu ça. Donc en fait, on a toujours en entrée notre biais, nos x1, xn, et on va avoir un certain nombre de neurones qui vont récupérer chacune des entrées et les multiplier par leur poids synaptique, puis fait passer la fonction d'activation. Et derrière, on va avoir une deuxième couche, donc toujours avec un biais,
alors qui est généralement le même, hein, fait de 1. Et on va multiplier la sortie de chacun des neurones et de ce biais par les poids synaptiques associés, etc. Et donc on va reproduire ça sur toutes les couches, et à la fin, on va avoir fait une couche de sortie avec un centre de neurones, et les sorties de chacun de ces neurones seront les sorties de notre réseau, notre système. Et donc là, cette fois-ci, si on regarde, pour chaque couche, l'opération, c'est un produit vecteur-matrice, donc entre notre vecteur d'entrée et notre matrice de poids de notre couche, donc avec chaque colonne qui correspond au poids d'un neurone et autant de colonnes qu'il y a de neurones dans notre couche. Et donc en fait, l'avantage de ça, c'est que ce type d'opération, c'est complètement parallélisable. Et ça tombe bien, on a ce qu'on appelle des GPU qui sont spécifiquement faits pour faire du calcul parallèle avec des milliers de cœurs, des calculs systématiques identiques, mais en parallèle sur des grosses quantités de données, donc avec plusieurs milliers de cœurs. Actuellement, on est autour de jusqu'à 10 000 cœurs, alors que sur un CPU, on n'est que sur quelques dizaines de cœurs, quoi. Donc ça permet d'avoir une grosse accélération. Alors maintenant, la partie mécanisme d'apprentissage. Donc là, l'objectif, c'est de faire apprendre au réseau à associer une sortie à une entrée. Et donc pour ça, on va lui donner des données d'apprentissage qui sont des couples entrée-sortie. Donc ça va se passer l'apprentissage en deux temps, donc une phase forward et une phase backward. Donc du coup, au début, on va initialiser notre réseau avec des poids initiaux. On va ensuite lui donner nos données d'entrée. Il va les processer pour sortir des sorties, qu'on va comparer à notre sortie objectif qu'on a dans nos données d'apprentissage. Ça permet de calculer une perte à l'aide d'une fonction de perte. Et donc on va avoir un ensemble de pertes. Ensuite, on va passer sur la phase backward. Donc là, on va moyenner nos pertes pour en avoir plus qu'une seule. Perte qu'on va pouvoir comparer à celle qu'on avait à l'itération précédente. Et si elle a suffisamment peu varié, et dans le bon sens aussi, on va pouvoir arrêter. Sinon, on va continuer. Et donc continuer, ça veut dire que notre perte, on va la dériver par rapport au poids de notre couche finale, ce qui va nous obtenir des gradients. Les gradients, on va les propager, on va les rétropropager à travers notre réseau. Et après, on va se servir au niveau de chaque neurone d'une descente de gradient pour mettre à jour les poids. Et on va réinjecter les nouveaux poids dans le réseau et on va recommencer ainsi de suite. Et on va tourner jusqu'à convergence, ou jusqu'à ce qu'on arrive à un critère d'arrêt en temps ou nombre d'itérations. Alors ensuite, maintenant, si on regarde quelques architectures classiques, donc d'abord le CNN, donc Convolutional Neural Network. Donc là, l'objectif, ça a été conçu pour faire de l'analyse d'images, donc en utilisant deux types de couches, c'est-à-dire les couches de convolution et les couches de pooling. Donc l'objectif, c'est de réduire progressivement la taille des données, tout en préservant l'information et en ayant un nombre minime de paramètres. Parce que c'est ça qui prend du temps d'apprentissage. Donc là, sur cet exemple-là, on a en entrée une image, donc noir et blanc, donc un seul canal qui fait 28 pixels par 28 pixels. Et on va avoir d'abord une couche de convolution, donc avec un noyau 5,5. Donc ça veut dire que on va aller regarder des fenêtres de 5 par 5 centrées sur le pixel d'intérêt. Fenêtre avec laquelle on va balayer toute l'image. Et donc ensuite, les 25 pixels de cette fenêtre, on va venir les multiplier par les poids synaptiques, sommet, fonction d'activation, etc. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un neurone dont les différents axones et différents liens vont être les 25 pixels de la fenêtre. Et ensuite, on va balayer toute l'image. Et donc, ça va nous créer une nouvelle une carte, en fait, ce qu'on appelle une feature map, avec les valeurs résultantes. Et donc l'avantage de ça, c'est que nos seuls paramètres, ce sont ceux des 25 poids de notre noyau. Et en fait, ce sont les mêmes poids qui sont utilisés pour chacun des pixels appliqués. Donc ça nous permet de n'avoir que donc 25 poids. Alors là, en plus, on voit qu'on a ce qu'on appelle un valid padding, c'est-à-dire qu'on ne considère que les pixels pour lesquels on peut avoir une fenêtre qui est entièrement comprise dans l'image. Donc tous les pixels des bords pour lesquels la fenêtre déborde sont ignorés. C'est pour ça qu'on passe de 28-28 à 24-24. Et donc du coup, dans notre couche, là c'est fait pour un noyau, mais on a tout un ensemble de noyaux, donc là en l'occurrence N1 noyaux, qui ont chacun leurs paramètres. Donc du coup on a 25 fois N1 paramètres, donc ce qui est relativement faible, parce que les feature maps, on parle, c'est de l'ordre de quelques dizaines ou quelques centaines tout au plus.
Et donc, on va avoir ça, maintenant un volume. Ça, on a un volume 3D qui va être la sortie de notre couche de convolution. Et derrière, on va faire ce qu'on appelle du pooling. Donc là, en l'occurrence, c'est du max pooling. C'est juste l'opération qu'on fait. Donc là, c'est du 2-2. C'est-à-dire qu'on va prendre une fenêtre de 2 pixels par 2 pixels. Et on va appliquer l'opération max dessus pour obtenir une valeur. Et on va faire la même chose pour chacune, on va faire la même chose pour chacune des feature maps. Ce qui veut dire qu'on va réduire à 12 fois 12 fois n1 feature map, donc notre volume de sortie. Et après, on va refaire la même chose, fait une nouvelle opération de convolution, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir l'équivalent de 1 canal, on a n1 canaux. Donc, ce qui veut dire que chacune des feature maps ici, elle va faire sa fenêtre, elle va venir scanner l'ensemble des feature maps. Et donc là, ce qui va être légèrement différent, c'est qu'au lieu d'avoir 5 par 5 paramètres, enfin, au lieu d'avoir au lieu de venir juste prendre les 5 valeurs par 5 valeurs sur cette feature map là, on va prendre sur chacune des feature maps. Mais on va appliquer les mêmes poids. Donc on a toujours 25 poids, mais on fait plus d'opérations puisqu'on le fait sur les N1 pour obtenir toujours une valeur. Et on va faire ça pour du coup N2 feature maps. Et après à nouveau du pooling. Et là on a fait cet effet 2 fois, mais on le fait autant de fois que nécessaire pour arriver à réduire suffisamment le nombre, la quantité de valeurs. Et on va derrière faire ce qu'on appelle aplatir, pour mettre tout ça sous forme d'un unique vecteur qui va être ensuite mis en entrée de couches classiques comme j'ai présenté à les perceptron network, réseaux qu'on appelle aussi les fully connected. Donc chaque neurone est relié à tous les neurones de la couche précédente. Et on va en avoir un certain nombre. Donc là ils mettent with dropout. Ça veut dire que c'est une couche un peu spéciale où il va y avoir des liens qui vont être coupés aléatoirement à chaque itération. Donc jamais les mêmes, mais juste un pourcentage qui va être coupé. Et à la fin, en sortie, on a du coup 10 neurones, chaque neurone étant associé à une valeur qu'on cherche à trouver, parce que là, en gros, ce qu'on veut, c'est qu'on a une image et on veut savoir si c'est un 0, 1, 2, etc. jusqu'à 9. Donc du coup, on va avoir 10 neurones, et on va mettre une couche d'activation softmax qui fait qu'en fait, la sortie de chaque neurone va valoir entre 0 et 1, et la somme des sorties va valoir 1. Ce qui veut dire que la sortie au global, ce vecteur-là, peut être considéré comme une probabilité. Et donc, on va pouvoir définir notre objectif comme étant le fait que là, ici, si on a 2, par exemple, on veut avoir une probabilité de 1 d'avoir 2 et 0 partout ailleurs. Et ensuite, on va pouvoir donc comparer les deux et calculer notre perte. Alors maintenant, là, c'est appliqué sur de l'image, mais ça peut être étendu à des données de n'importe quelle dimension. À partir du moment où il n'y a pas de notion d'ordre, puisque comme j'ai dit, les paramètres sont les mêmes, quel que soit le pixel, on fait juste un balayage. Alors ensuite, on a la deuxième architecture vraiment classique, c'est le RNN, pour Recurrent Neural Network. Là, l'objectif, c'est de faire l'analyse généralement quelque chose qui est temporel. On utilise ce qu'on appelle des long short-term memory ou des gated recurrent units, qui permettent en fait de conserver en mémoire ce qui s'est passé précédemment, tout en oubliant progressivement ce qui est le moins pertinent pour être remplacé par les données plus récentes et intégrées dedans, sans avoir une explosion exponentielle des données dont il faut se souvenir. Et donc en gros, ça se déroule comme suit. Donc d'abord, on initialise notre mémoire, H0. Ensuite, on a notre entrée, donc X1. Généralement, les deux vont être concaténés pour faire un vecteur. Et ça va être passé dans un réseau. Tu peux avoir la forme qu'on veut, un réseau classique. Et on va avoir une sortie, donc notre Y1. Et en même temps, on va avoir donc la cellule soit LSTM, soit GRU, qui va, elle, récupérer cette sortie Y1 ainsi que la mémoire à l'instant précédent, et qui va, à partir de ça, générer la mémoire au nouvel instant H1 pour être utilisée par la suite. Et donc, et ensuite, ça se poursuit. Et donc, pour l'apprentissage, on a nos entrées qui sont nos X1, X2, X3, Xn, avec nos sorties qui sont nos Y1, Y2, Y3, Yn. Donc maintenant qu'on a dit ça, là, c'était fait au début pour du temporel, mais après, ça peut être étendu à n'importe quel type de données à partir du moment où c'est unidimensionnel et qu'il y a une notion d'ordre qui se succède. Alors maintenant, si on parle du postdoc en lui-même, l'état d'avancement. Donc du coup,
notre système plénoptique il est défini par un peu plus d'une dizaine de paramètres. Et on sait que d'un point de vue théorique, on peut approcher les performances optiques le long de l'axe optique, fait d'après les équations de la thèse de Charlotte Herzog. Et on se dit, le bon sens nous dit que quand on s'éloigne de l'axe optique, les performances vont globalement se dégrader. Hein. Donc du coup, notre première approche, ça va être d'essayer de trouver les paramètres qui vont maximiser la qualité de notre imaging fait sur l'axe optique. Et pour ça, on va utiliser de l'optimisation numérique, donc à l'aide d'une fonction de coût. Donc une fonction de coût qui a été créée proportionnelle à la profondeur de champ et le champ de vision, et inversement proportionnelle aux résolutions. Et l'objectif, c'est les meilleurs paramètres qui seront trouvés, de les utiliser comme point de départ pour la première itération d'apprentissage de notre modèle de réseau de neurones. Alors pour l'instant, on a un certain nombre de pistes et d'idées. Donc première idée, c'est que on voudrait, en plus de d'apprendre à reconstituer l'image, apprendre à optimiser les paramètres du système plénoptique à partir du moment où on lui donne un objectif de depth of field ou de profondeur de champ ou de champ de vision ou de résolution, et arriver à maximiser la qualité des autres paramètres. Alors, ça c'est ce qu'on veut faire. Après, pour les différentes pistes issues donc, de la littérature, donc on a d'abord l'utilisation de ce qu'on appelle la Signed Distance Function comme manière de modéliser un objet 3D, ce qui donne l'avantage d'avoir une résolution illimitée. Donc la Signed Distance Function, en fait, c'est une fonction qui, à tout point de l'espace, associe la distance au point le plus proche de notre objet, donc positif si c'est à l'extérieur de l'objet, négatif si c'est à l'intérieur, enfin, point le plus proche à la surface de l'objet. Après, la deuxième chose que j'ai vue dans la littérature, c'est qu'on peut utiliser à la fois la Signed Distance Function et l'objet 3D correspondant pour calculer la perte, ce qui permet d'avoir une perte qui est plus proche de la réalité. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des hypernetworks pour créer les paramètres, pour apprendre les paramètres du réseau principal, ce qui a pour avantage, d'après la littérature, à performance équivalente, demander moins de paramètres et donc un apprentissage plus rapide et un processing au moment de l'utilisation plus rapide. Après, on peut aussi utiliser les Random Fourier Features Encoding, donc pour encoder nos points 3D qu'on met en entrée de nos fonctions SDF. Et ça a pour avantage de permettre d'avoir plus de détails, donc en fait d'avoir de récupérer, de capter différentes fréquences de détails. Ensuite, on peut utiliser des vector fields au lieu de la Signed Distance Function. Apparemment, les résultats sont meilleurs pour toutes les structures qui sont très fines. Donc en gros, le vector field, c'est à tout point de l'espace, on associe le vecteur pointant dans la direction du point le plus proche de la surface. Et après, on a la multiscale representation, donc en gros qui part du random Fourier feature encoding et qui en plus d'utiliser ça va modifier la structure du réseau en lui-même pour obtenir des performances encore meilleures, mais plus lourds en calcul. Alors maintenant, si on se concentre uniquement sur la première itération, donc voilà une vue d'ensemble un peu du framework d'apprentissage. Donc d'abord, en entrée, on a des paramètres qui en fait sont les paramètres utilisés pour la prise d'une image, donc qui sont variables à chaque image. On a ce que j'appelle des constantes variables qui sont en fait constants pour un système plénoptique, mais qui peuvent varier d'un système plénoptique à l'autre. Et donc, on en donne des valeurs random pour que l'algorithme puisse s'adapter à différentes valeurs. Et nos constantes absolues qui, elles, ne varient jamais. Donc tout ça, on va le bruiter, parce que pour imprécision de mesure et autre chose. Et donc, derrière, on va pouvoir utiliser donc, les versions bruitées. Après, on récupère un objet aléatoire dans une base de données. Cet objet, on va venir le positionner donc, en Z0, c'est-à-dire on va à la position qu'on a définie, donc position qui est définie par les paramètres mais qui a été bruitée. On va en plus le décaler un peu aléatoirement par rapport à l'axe optique, le tourner, changer son échelle de manière aléatoire, tout en restant à l'intérieur d'une fenêtre de bonne qualité d'imaging d'après la théorie. Et ensuite, on va générer une image à l'aide de cet objet et de nos différents paramètres.
et ce qui va nous permettre de générer un light field, donc en 4D, donc je reprends le terme qui est utilisé dans le domaine, et simplement, en gros, c'est simplement des images 2D qui sont stackées en 2D, donc 4 dimensions au total. Après, derrière, notre réseau, il va prendre ce light field volume en hypervolume en entrée, ainsi que nos paramètres, nos constantes variables et nos constantes, mais qui ont été un peu modifiés pour être globalement normalisés, ramenés entre 0 et 1, etc. Parce que généralement, ça fonctionne mieux de mettre ce genre d'entrée dans des réseaux de neurones. Et ensuite, derrière, pour l'apprentissage, donc on va donner au réseau des points aléatoires, des query points aléatoires. Il va nous donner une estimée de la distance signée à ce point-là. Et ça va être comparé à la véritable distance signée qui est calculée à partir de notre point de requête et de notre objet. Donc on connaît exactement la position. Alors maintenant, si on regarde le réseau de neurones en lui-même, donc on a entré notre Lightfield 4D, il va rentrer d'abord dans un encodeur qui va nous générer un vecteur latent. Ensuite, il va être concaténé avec les paramètres, les constantes variables et les constantes. Il va donner un nouveau vecteur latent qu'on va injecter dans notre réseau de Sign Distance Function, dans lequel on va également mettre nos points de requête, et il va nous produire notre estimé de la distance signée. Donc maintenant, si on regarde l'encodeur, on a un light field 4D en entrée. Donc, pour la première opération, on va faire ce qu'on appelle un min-max scaling. Donc en gros, on va ramener toutes nos valeurs entre 0 et 1 en conservant les rapports pour utiliser au mieux toute la plage et avoir quelque chose de vraiment normalisé. Et ensuite, on va inverser les valeurs parce que globalement, quand on fait l'image, on a beaucoup plus de blanc que de noir. Et nous, on veut avoir un maximum de noir parce que ça fait des pixels à 0 et ça accélère le temps de calcul, la vitesse de convergence. Et après, derrière, on va passer ça dans toute une succession de blocs résiduels, 4D. Donc en gros, à peu de choses près, c'est de la convolution, mais en 4D. Moi, j'ai présenté, c'est de la convolution en 2D. Donc en gros, on a un noyau qui est du 3 par 3 par 3 par 3, donc en 4 dimensions, avec ce que j'appelle le stride, donc en gros, qui est du 2, 2, 2, 2. Le stride, en fait, c'est à chaque déplacement de la fenêtre, de combien de pixels est-ce qu'on se déplace, et du padding qui est de tout à 0, ce qui veut dire qu'en gros, on considère uniquement les si jamais le pixel considéré fait que notre fenêtre dépasse, eh bien on ignore le pixel. C'est-à-dire que ça va rogner sur les bords, et en même temps, le fait d'avoir fait de 2 en 2 pixels, ça va diviser par 2. Si bien que notre dimension, elle va être divisée par 2, moins 1, et tout ça arrondi supérieur, et ce pour chacune des dimensions. Et derrière, on va avoir ensuite deux filtres, c'est-à-dire 2 feature maps. Et du coup, on applique ça successivement, et on réduit progressivement la taille tout en augmentant le nombre de feature maps. Alors là, j'en ai mis juste 4, mais c'est pas encore décidé combien on en mettra exactement, mais c'est juste le principe. Et à la fin, on fait un global max pooling, qui permet pour chaque feature map de ramener à une valeur, le maximum, et donc d'avoir un vecteur de dimension 1x, quoi. Parce qu'on ne se rattrape pas forcément à 16. Et donc si on regarde maintenant, on fait notre réseau Sign Distance Function. Donc en entrée, il a donc le vecteur latent, auquel on concatène le point de requête. Ça donne un nouveau vecteur latent qu'on va passer à travers une succession de 4 couches fully connected. Donc ce sont juste des réseaux de perceptrons, tout ce qu'il y a de plus classique, avec 512 neurones à chaque couche. Ensuite, après 4 couches, on va reconcaténer avec l'entrée. Donc dans le papier qui présentait ce modèle-là, il disait que le fait de ramener l'entrée au milieu du réseau, ça permettait d'accélérer le temps d'apprentissage. Et donc ensuite, on repasse à nouveau ça à travers à nouveau 4 couches de caractéristiques identiques, 512 neurones fully connected. Et à la fin, on a une couche qui est juste d'un seul neurone fully connected et qui va permettre d'obtenir l'estimé de la distance signée avec une activation du coup linéaire. Alors maintenant, pour ce qui est des données d'apprentissage, donc on a deux solutions. Soit on prend des données réelles, soit on prend des données synthétiques. Mais le problème, c'est que comme on a des milliers d'exemples, on a des milliers d'échantillons, on a besoin de milliers d'échantillons pour l'apprentissage, utiliser des données réelles, c'est assez irréaliste.
Donc la solution, c'est d'utiliser des milliers d'échantillons synthétiques pour l'apprentissage et quelques dizaines d'échantillons réels pour la validation. Alors maintenant, il faut que je revienne un petit peu sur ce que j'avais dit avant. C'est quand on évalue les performances du modèle pour l'apprentissage, pour s'assurer, pour voir s'il a convergé ou pas, en fait, la loss qu'on considère, l'erreur qu'on considère, c'est pas sur les échantillons d'apprentissage, mais sur les échantillons de validation, pour s'assurer qu'on n'ait pas fait un surapprentissage, et que le modèle ne colle trop aux données d'apprentissage, parce qu'on veut une certaine capacité de généralisation. Alors donc, on a deux alternatives pour pouvoir générer nos données synthétiques. Donc soit on utilise le simulateur de l'Universidad Politécnica de Madrid, donc du coup qui a été spécifiquement fait pour du coup, la propagation de rayons X, qui est exact d'un point de vue physique et qui permet de modéliser les interactions ondulatoires complexes, mais qui est très très lent, enfin, 10 minutes pour générer une image. Ou alors on a par exemple le logiciel ouvert Blender, fait son moteur de tracing, mais qui lui par contre marche uniquement sur la lumière visible. Il y a des simplifications qui ont été faites sur tous les phénomènes qui étaient un peu complexes, enfin tout ce qui semblait peu important, et c'est uniquement de l'optique géométrique. Mais par contre c'est très rapide, c'est 10 secondes pour générer une image. Et donc du coup si on compare les temps de génération totale pour nos milliers d'échantillons, avec le simulateur de Madrid, on est sur plusieurs semaines, alors que sur Blender on est à moins d'une journée. Donc on pencherait plutôt vers Blender, quoi. Et surtout que c'est a priori possible, vu que le système plénoptique est uniquement basé sur de l'optique géométrique, et que dans le cas de l'optique géométrique, les rayons X et la lumière visible se propagent à peu près pareil. En tout cas, on peut l'approximer avec de la lumière visible. Mais évidemment, on va s'assurer que les images qu'on va générer avec Blender sont bien suffisamment proches de la réalité, du coup, en comparant avec des images générées avec le simulateur de l'Université de Madrid, pour vérifier si les erreurs, l'erreur est suffisamment faible, quoi, pour être utilisable. Alors là, du coup, je vais aller sur un peu Blender, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc du coup, on a d'abord une lumière, donc en gros là qui est un disque simplement, et avec une ouverture à 180 degrés, donc qui est très divergent, qui est orienté en -y. Derrière, ensuite, on a ce qu'on appelle un backplane, en fait, qui est là pour réfléchir la lumière, parce que Blender ne permet pas de visualiser une lumière directement, il faut que ça touche une surface pour que la lumière soit visible. Donc du coup, je réfléchis ça sur un backplane, qui est donc du coup simplement fait une surface totalement blanche, parfaitement dispersive. Derrière, ensuite, ça va être envoyé sur un objet, donc un objet qui est modélisé comme simplement une structure qui est purement réfractive et absorbante. Donc, derrière, ensuite, ça va passer à travers une lentille principale, donc qui est une lentille convexe. Il faut voir que ça, c'est le montage plénoptique visible. Il y en a un autre pour les rayons X. Donc du coup, c'est à travers une lentille convexe. Puis ensuite, à travers une matrice de micro-lentilles, donc du coup, qui sont même principe que la lentille principale, mais en plus petit, et on en met une matrice. Là, j'ai mis du 3x3, mais je peux changer ça sans problème. Ensuite, on a un autre capteur, donc du coup, qui est une surface, là, et sur lequel les rayons vont venir atteindre. Et derrière, enfin, on a notre caméra qui, elle, va venir simplement enregistrer la valeur des rayons lumineux qui touchent notre capteur, qui est une simple surface plane. Et donc, du coup, si on regarde du point de vue de la caméra, hop là, et une fois qu'on passe en mode tracé, en fait, on obtient ce genre de choses. Donc, avec notre objet qui est décalé, qui est vu sous différents angles, donc à différentes positions. Et on peut voir qu'il y a un léger gradient, c'est plus sombre au centre, évidemment, parce que l'épaisseur de matière traversée est légèrement plus élevée. Et en fait, ça, c'est du rendu en temps réel, quoi.
Donc on voit que c'est quand même relativement rapide. Bon après là c'est sur un objet très très simple, mais ça donne une idée quoi. Et le temps de calcul, c'est une fraction de seconde. Bon. Parce que c'est des objets très très simples là, pour l'instant. Alors, donc si on reprend là, on était, du coup on arrive un peu à la fin. Donc je disais, donc la problématique initiale, c'est d'arriver à reconstruire un modèle 3D d'un tissu biologique, fait en temps réel et sans l'endommager. Pour ça, on a proposé comme solution d'utiliser l'imagerie pénoptique à rayon X et du processing à l'aide de réseaux de neurones. Alors pour ce qui est de l'optimisation numérique dont j'ai parlé, c'est encore en train d'être débugué. Il y a des comportements légèrement incohérents pour l'instant. Et on a aussi également tout un ensemble de pistes que je vous ai présentées. Je vous ai présenté également l'implémentation un peu détaillée pour la première itération, mais j'ai toutes les autres correspondant à toutes les idées qui sont détaillées de la même manière. Là, je vous ai montré le setup sur Blender, mais en fait, tout ça, c'est géré par un script qui permet ensuite d'ailleurs de générer les images en grande quantité automatiquement. Et du coup, ce script, il est presque terminé. Donc, du coup, si on a la conclusion, donc du coup, voilà, fait ma thèse qui était sur l'apprentissage de format de trame de protocole de télécommunication dans l'IoT à l'aide des réseaux bayésiens. J'ai obtenu des résultats meilleurs que l'état de l'art, mais pas suffisamment pour être appliqués dans un cas réel. Le postdoc qui est sur la reconstruction 3D de tissus biologiques à l'aide de l'imagerie pénoptique à rayon X. Donc j'ai posé les bases et du coup maintenant je commence à vraiment construire dessus et j'espère avoir des résultats si possible encourageants d'ici la fin du mois de mai. Voilà.